Elle pensait contrôler l'histoire, mais l'histoire l'a dévorée. Ce week-end devait être le moment où Melania Trump reprend le pouvoir avec son film. Et, selon le contenu que vous m'avez donné, ça s'est transformé en humiliation publique totale. Parce qu'au même instant où les caméras filmaient sa version glamour de sa vie, une autre version beaucoup plus sombre ressortait des documents liés à Jeffrey Epstein. Et là, tout change. Vous avez entendu parler d'un film qui floppe, mais ici, ce n'est pas juste un échec au box-office. C'est une collision, une sortie médiatique soigneusement mise en scène, frappée par une révélation qui tombe au pire moment possible. Son nom apparaît dans les documents Epstein. Et pire encore, un email de 2002 la relie directement à Ghislaine Maxwell, qu'elle appelle G. Et si ce week-end n'était pas un lancement, mais un exposé, ce qui est fascinant ici, c'est que cette histoire ne commence pas avec Epstein. Elle commence avec une mise en scène. D'après votre contenu, Melania Trump lance un film intitulé Melania, vendu comme un documentaire, une version premium de sa vie. Et pendant qu'elle fait la tournée promo, un élément précis surgit au milieu des documents Epstein. Son nom. Pas une rumeur, pas un « on dit ». Un détail concret qui tombe comme une alarme. Et là, la question n'est plus « est-ce que le film est mauvais ?» La vraie question devient « pourquoi ce film sort maintenant ?» Et pourquoi cette révélation sort maintenant? Parce que selon ce transcript, ce n'est pas juste un timing malchanceux. C'est une contradiction frontale. Melania aurait nié toute relation avec Epstein et Ghislaine Maxwell, alors qu'un email daté du 23 octobre 2002 est cité, où elle écrit directement à Maxwell avec un surnom intime, Dear G. Fait, le message dit aussi « Nice story about J. Jeffrey Epstein in New York Magazine ». You look great on the picture. Si cet email est réel, alors le récit Aucun lien commence à s'effondrer et la suite devient beaucoup plus dangereuse. Et maintenant, regardez le pattern. Quand quelqu'un essaie de fabriquer une légende, c'est souvent là que les preuves ressortent. Si vous voulez comprendre pourquoi cette histoire est explosive, il faut regarder un seul objet, un seul document, un seul email. Parce que d'après votre transcript, la thèse est simple. Melania n'aurait aucun lien avec Ghislaine Maxwell ni Jeffrey Epstein. Et pourtant, on nous montre un message daté du 23 octobre 2002 avec un sujet presque banal. Subject Hi. Sauf que le contenu, lui, n'est pas banal du tout. Fait. Le mail commence par Dear G. G étant, selon le transcript, le surnom que Melania donne à Ghislaine Maxwell. Puis elle écrit « Nice story about J. Jeffrey Epstein in New York Magazine. You look great on the picture. » Et elle termine avec « Give me a call when you are back in New York. Have a great time. Love Melania. » Maintenant, écoutez bien, parce que c'est ici que l'histoire bascule. Ce mail n'est pas une photo prise au hasard sur un tapis rouge. Ce n'est pas un « on s'est croisé une fois ». C'est un ton intime, une familiarité, un échange direct et surtout, une phrase qui fait froid dans le dos. « I cannot wait to go down. How is Palm Beach? » Palm Beach, l'épicentre. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Si elle écrit ça en 2002, alors elle n'est pas loin de l'histoire. Elle est dans le rayon. Même sans prouver un crime, ce mail fragilise la défense médiatique parce qu'il implique un lien social réel au moment où Maxwell et Epstein sont décrits comme actifs dans leur réseau. Et maintenant, remarquez ce qu'ils ne nient pas, l'existence de cet email. Ils ne disent pas « c'est faux ». Ils disent « ça ne prouve rien ». Et ça, c'est exactement ce que disent les gens quand la preuve est trop solide pour être effacée. Et maintenant, voici comment la situation s'intensifie. Parce que ce mail n'arrive pas seul. Il arrive avec un effet domino. D'après votre contenu, Melania aurait menacé Michael Wolff, un auteur et biographe lié à l'univers Trump, de poursuites gigantesques, $1 milliard, si ces déclarations n'étaient pas retirées. L'objectif était clair, écraser l'histoire avant qu'elle ne prenne. Fait. Selon le transcript, elle exige des rétractations, des excuses et affirme que tout est complètement faux et diffamatoire. Puis, autre fait, Wolff la poursuit en justice à New York. Et là, Melania ne contre-attaque pas. Elle ne dépose pas de plainte.
Au contraire, le transcript affirme qu'elle évite d'être officiellement notifiée, au point que Wolf ne peut pas la servir légalement. Et là, attention, parce que c'est ici que le récit devient vraiment inquiétant. Normalement, quand quelqu'un crie diffamation et promet 1 milliard, il veut un procès, il veut laver son nom, il veut une scène publique. Mais ici, selon ce transcript, on a l'inverse. Menace maximale, action minimale. Et voici le précédent historique, pas académique, juste réel. C'est une stratégie classique de pouvoir. Tu menaces fort pour faire peur. Tu annonces une guerre juridique pour faire taire. Puis tu recules dès que le dossier devient officiel, traçable, vérifiable. Maintenant, watch this, parce que c'est là que la normalisation devient dangereuse. On vit dans une époque où les récits publics se fabriquent comme des produits, un film, une promo, des interviews, pendant que les documents, eux, sortent au mauvais moment et détruisent tout. Parce que si la première preuve fissure l'image, la deuxième, selon votre contenu, la détruit. Et elle commence par un chiffre. À faillite. Le transcript affirme que Jeff Bezos aurait payé 40 millions de dollars en licensing fee pour le film, plus 35 millions supplémentaires pour le marketing et la promotion, afin d'en faire une sortie théâtrale nationale. Donc, on ne parle pas d'un petit projet discret. On parle d'une opération massive, coûteuse, conçue pour imposer une version officielle. Mais voici le twist. Au même moment où cette machine médiatique tourne à plein régime, le transcript dit que Melania est exposée par les documents Epstein libérés par le Department of Justice, décrit comme le DOJ de son mari. Et là, on arrive au point le plus toxique de tout le segment, le contraste entre les mots et les actes. D'un côté, je n'ai aucun lien. De l'autre, un email direct à Maxwell signé Love Melania, où elle complimente un profil de Jeffrey Epstein dans New York Magazine. Notice what they didn't deny. Ils peuvent débattre des intentions. Ils peuvent jouer sur les interprétations. Mais ce qu'ils ne peuvent pas effacer, c'est la logique. Si tu écris à G en 2002 et que tu parles de Palm Beach et d'Epstein, tu n'es pas une inconnue dans cette histoire. Et maintenant, voici la ligne qui change tout et qui vous force à relire le film différemment. Si tu lances une propagande glamour sur ta vie pendant que des documents sortent et te relient à cet univers, alors ce film n'est plus un documentaire. C'est une diversion, une contre-narration. Une tentative de noyer l'info dans le spectacle. Et c'est exactement pour ça que, selon le transcript, le film est décrit comme un désastre total. Des salles vides, des projections humiliantes, des gens qui se moquent, comme si le public sentait instinctivement que quelque chose ne colle pas. Alors accrochez-vous, parce que là, tout s'empile très vite. Première couche, l'humiliation publique. Faites. Le transcript décrit des salles vides, parfois avec pas un seul ticket vendu. Il cite même un groupe au Royaume-Uni, Led by Donkeys, qui se déplace de ville en ville pour filmer les cinémas presque déserts. Deuxième couche, le rejet international. Fait, le transcript affirme que le film aurait été banni dans certains pays, avec un exemple donné, l'Afrique du Sud. Troisième couche, le moment le plus brutal, le rejet par son propre camp. Parce que là, on n'est plus dans la critique cinéma. On est dans la politique réelle, la loyauté, le pouvoir. Fait. Selon le transcript, lors de la première au Kennedy Center, une longue liste de proches ne vient pas. Pas juste un ou deux. Une série entière. Baron Trump, Eric Trump, Lara Trump, Tiffany Trump, Ivanka Trump, absents. Et côté administration, J.D. Vance, Kristi Noem, Pam Bondi et d'autres cités comme no-shows. Et là, écoutez bien ce détail parce qu'il est cinématographique. Un hot mic. Un micro ouvert qui capture des gens en train de dire sur place qui n'est pas venu. Comme une scène de gêne en direct. Now watch how fast this escalates. Parce que quand même, ta propre famille ne vient pas... Ce n'est plus un flop, c'est un signal. Soit ils savaient que ça allait être toxique, soit ils ne voulaient pas être associés à une histoire qui commence à sentir la brûlure. D'accord. Et maintenant, on arrive à la partie la plus importante pour vous. Parce que ce genre d'histoire, on le regarde souvent comme un spectacle politique, un feuilleton de célébrité. Mais selon votre transcript, l'impact réel, c'est sur les gens ordinaires, sur vous, pas dans l'abstrait, concrètement.
Quand une figure publique tente de fabriquer une image glamour pendant qu'un scandale d'archives ressurgit, ça produit toujours le même effet, une guerre de réalité. Et dans une guerre de réalité, le public paie le prix. Faites. Le transcript décrit une tournée promo, des médias, des apparitions, un récit, émotion, passion, grief, sadness, célébration, love. C'est le message officiel du film. Mais dans la vraie vie, ce que ça crée, c'est l'inverse, une confusion totale. Parce que pendant que les caméras vendent l'émotion, les documents vendent le doute. Et voici le vrai impact humain. Quand la confiance s'effondre, tout devient toxique. Même les informations normales, même les institutions, même les médias. Si ce transcript reflète la réalité, alors le public est forcé de vivre dans un monde où les puissants peuvent tenter de réécrire leur passé en temps réel, à coups de millions, pendant que les révélations sortent par vagues. Et vous êtes coincé au milieu, obligé de trier ce qui est vrai, ce qui est fabriqué, ce qui est caché. Et c'est pour ça que cette histoire retient autant l'attention, parce qu'elle touche une peur universelle. La peur que tout soit manipulé, la peur que les vérités les plus graves soient enterrées sous le divertissement. La peur qu'on vous parle de cinéma pendant que des documents parlent de crime. Et si ça vous semble familier, dites-le dans les commentaires, parce que beaucoup de gens ressentent exactement la même chose. Parfait. Et maintenant, on enlève le bruit et on regarde le moteur. Parce que ce que votre transcript décrit, ce n'est pas juste une histoire de Melania, d'un film raté ou d'un email embarrassant. C'est un mécanisme de pouvoir extrêmement moderne. Contrôler le récit avant que le réel ne prenne le dessus. Fait. Selon votre contenu, l'opération Melania est présentée comme massive. Sortie théâtrale, marketing lourd, tournée médiatique. Et dans le même week-end, les documents Epstein ressortent avec des éléments précis. Un email, des noms, des résumés d'interviews. Maintenant, voici l'insight systémique. Les puissants ne gagnent pas seulement avec l'argent. Ils gagnent avec la vitesse. Ils gagnent en remplissant l'espace. Quand une révélation menace, il y a deux options. Soit tu réponds sur le fond, soit tu noies la scène avec un autre événement plus grand, plus brillant, plus émotionnel. C'est exactement le rôle d'un film-événement. Ce n'est pas seulement du contenu, c'est un bouclier narratif. Notice what they didn't deny. Ils ne disent pas « voici l'effet complet ». Ils disent « regardez ailleurs ». Et le détail le plus glaçant dans votre transcript, c'est celui-ci. Faites. Il parle d'un DOJ de son mari qui publie des documents où son nom apparaît. Si c'est exact, ça signifie que même à l'intérieur de la machine, le contrôle n'est pas total. Et quand le contrôle n'est pas total, il y a des fuites, il y a des fractures, il y a des rivalités. Et c'est là que l'histoire devient plus grande que Melania. Parce que ce que vous voyez, c'est un système où les récits sont des produits, les émotions sont des armes, et la vérité arrive souvent par accident, au pire moment, sous forme de documents. Et maintenant, on arrive à la trajectoire, la suite. Parce que selon votre transcript, ce week-end n'est pas une fin, c'est un début. Et les deux chemins possibles sont dangereux. Alors maintenant, regardez bien, parce qu'on est au point où l'histoire se sépare en deux routes. Et les deux routes mènent à quelque chose de plus grand. D'après votre transcript, la pression monte sur deux niveaux en même temps. Niveau 1, l'image publique. Niveau 2, les documents, les connexions, les noms. Et quand ces deux niveaux entrent en collision, il n'y a jamais de retour au normal. Première trajectoire possible, le verrouillage. Si cette affaire continue, on va voir une stratégie classique de contrôle total, attaque contre les messagers, déplacement du sujet, multiplication des distractions et surtout une tentative de faire passer tout ça pour du bruit politique parce que c'est la tactique la plus efficace, transformer une révélation documentée en controverse, puis en fatigue, puis en oubli. Mais voici le problème. Votre transcript contient des détails concrets qui résistent à l'oubli. Un email daté, une formule, un surnom, Dear J. Et ça, ce n'est pas une opinion, c'est un objet. Deuxième trajectoire possible, l'effet avalanche. Plus ce genre de document circule, plus il attire d'autres pièces, d'autres emails, d'autres noms, d'autres témoins. Parce que dans ce type de scandale, la première preuve n'est jamais la dernière, c'est le signal pour les autres. Et c'est là que le danger augmente, pas seulement pour Melania, mais pour tout le cercle.
Fait. Le transcript mentionne aussi des références à d'autres figures dans les documents, comme Harvey Weinstein, Prince Andrew, Glenn Dubin, Jess Staley. Il cite même un extrait de résumé d'interview impliquant Donald Trump, avec une scène décrite de manière extrêmement violente. Et là, ça dépasse complètement le film. This is where the story flips. Parce que ce qui devait être une opération de branding devient, selon ce transcript, un moment où des éléments d'archives ressortent en pleine lumière. Et quand ça arrive, la question n'est plus « est-ce que le film va marcher ?» La question devient « qu'est-ce qui sort ensuite ?» Et maintenant, on boucle, parce que la dernière partie, c'est la phrase qui vous reste dans la tête après la vidéo, celle qui recadre tout. Ce n'était pas un lancement de film, c'était un choc entre deux versions de la réalité. La version produite et la version documentée. Et si vous avez l'impression que ce genre de collision va devenir plus fréquent, plus violent, vous avez raison. Parce que ce n'est pas juste l'histoire d'une personne, c'est l'histoire d'une époque. Alors abonnez-vous parce que la prochaine vidéo va creuser le point que personne ne veut affronter. Comment ces récits sont fabriqués et pourquoi les documents finissent toujours par gagner. Et croyez-moi, la prochaine pièce de ce puzzle est déjà en train de se former.